Je vais donc faire une intervention qui a comme objectif de replacer un peu la philosophie du projet de coopération transversaliste, puisque le projet de coopération transversaliste s'est structuré entre les universités catalanes et aragonaises et de l'Anse-Roussillon et de Midi-Pyrénées sur une réflexion commune qu'il est intéressant de voir replacer. Et cette réflexion commune, elle est d'abord la question d'une université ouverte sur son territoire. Ça peut paraître curieux aujourd'hui, et avec les interventions politiques que l'on a eues et universitaires, on pouvait se dire, bon, ça va être une banalité. Penser l'université ouverte sur son territoire, l'université ancrée dans son territoire, vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Et qu'en tout cas, il y a une évolution universitaire, une évolution qui aujourd'hui est dans les textes, puisque les missions des universités ont évolué, et il me semble important de le retracer, pour qu'on comprenne bien comment des universitaires se sont pris à l'idée qui aurait pu paraître folle il y a quelques années, de penser que l'université devait créer de l'emploi, que l'université était un vecteur de développement économique pour son territoire, et que l'université devait, quand elle met en place ses politiques de formation, penser aussi dans quel territoire elle s'implique et dans quel territoire elle est ancrée. Donc ce n'est pas des choses aussi simples. Je vais revenir un petit peu dans l'histoire, dans la partie histoire, et partir directement du Moyen-Âge. Pour montrer, j'ai pu avoir la fondation de l'Université de Montpellier, l'une des premières universités créées en France. Quand l'université se crée, elle ne se crée pas du tout dans l'idée d'être dans la cité. Elle ne se crée pas du tout dans l'idée, voilà, il y a Montpellier, on va se structurer autour de Montpellier. Elle se crée dans l'idée de la cité de l'universel, l'université, c'est-à-dire qu'elle se veut porteuse de valeurs qui sont transnationales, qui sont les valeurs du savoir, les valeurs de la connaissance et les valeurs de l'universel. Et elle se positionne avec une volonté, ce que l'on appelle la franchise universitaire, d'autonomie par rapport au pouvoir, d'autonomie par rapport aux États. Elle revendique l'idée que le savoir a sa propre logique et sa propre cohérence, et qu'il n'est pas question, rappelons en France, même si dans d'autres pays ça n'a pas évolué comme ça, que les universitaires soient nommés directement par les États, par des rois ou par des recteurs, et donc que les universités sont autonomes. Cette idée d'une université centrée sur le savoir universel, elle émane et elle met en valeur une personne universitaire qui est le savant, l'ami de la sagesse, l'ami du savoir, celui qui ne suit que la connaissance comme seul maître et qui ne suit surtout pas la cité et l'organisation de sa cité. Rappelons-le, même si on verra que les choses ont moins évolué, et elle se fait en parallèle, bien seulement en parallèle avec d'autres structures de formation qui sont les corporations, qui sont le fonctionnement dans la cité, de modes de formation autour des marchands, autour de tous les métiers, et les corporations qui ont grande force, même si à l'époque, voient d'un très mauvais œil que les universitaires se mettent en place et que les universités prétendent à avoir une autonomie. Dans l'idée de la corporation, il y a l'idée d'être l'ami de l'art, c'est-à-dire de ce qui se fait, de ce qui se fabrique et de ce qui est utile. Et on va voir que ce dialogue-là, entre l'université et le monde de l'art, le monde de l'activité, eh bien, il se retrouve dans nos débats universitaires sur il y a une université entreprise, il y a une université emploi. Donc, c'est pas que parce que quelques personnes de droite ou de gauche ont eu des idées de vendre l'université, et en tout cas de marchandiser le savoir, qu'on a cette réflexion. Elle existe depuis toujours. Et en faisant des recherches pour cette conférence, je regardais les compagnons et je voyais qu'ils existaient déjà sous l'Antiquité. Donc cette question du rapport entre le scribe et le maître ouvrier est déjà au cœur des débats depuis des millénaires. Continuons dans quelques leçons de l'histoire et voyons, quand on regarde les corporations, que disent-elles en termes de logique de formation? Elles disent premièrement que le jeune doit être inclus dans la vie et que le jeune ne doit pas s'isoler, que le jeune doit voyager,
pendant plusieurs années pour s'enrichir des connaissances professionnelles humaines. Rappelons-nous la démarche de formation des compagnons bâtisseurs qui vont se déplacer de ville en ville, aller chercher le savoir là où il est, la connaissance là où il est, et se l'accaparer à travers la pratique, à travers l'action. Et c'est indiqué par cette phrase d'un compagnon célèbre du Moyen-Âge, notre science, tenue absolument secrète, se transmet de bouche à bouche, de maître à élève, car elle est une initiation du métier à ne dévoiler qu'à ceux qui en sont dignes. On est bien dans une transmission quasiment héréditaire, et les structures des compagnons étaient, et en tout cas, elle doit se transmettre dans une idée de tu as le savoir parce que tu auras le métier. Tu as le savoir parce que tu as ta place dans la cité et que tu dois avoir sa place. On pourrait remonter aux grands combats et aux grandes guerres dans les corporations pour bien tenir ce métier. De l'autre côté, l'université, et j'ai pris les phrases de Comenius, qui, dans la grande didactique, vous voyez, 1627, redit comment lui considère que l'université doit fonctionner. Il dit tout doit être enseigné à tout le monde, sans distinction de richesse, de religion et de sexe. Avouez qu'en 1600, c'est intéressant à lire, c'était en latin, peut-être du coup que ça n'a pas eu cette diffusion, mais déjà là, il nommait que l'université était trans les modes d'organisation d'une cité, refusait les modes d'organisation et tout le monde devait avoir accès à l'université et devait avoir accès au savoir. Et il dit autre chose sur le mode pédagogique. Il dit, pour apprendre, l'enfant doit pouvoir faire des erreurs, recommencer. Il doit surtout cela être éduqué dans un lieu d'éducation avec des maîtres qui soient ses guides. Il dit là qu'il n'est pas pour lui compatible d'apprendre si on est impliqué dans une réalité sociale, dans une réalité concrète. Si on est pris dans le champ de la production. Il dit il faut des lieux qu'on va appeler des classes, qu'on va appeler des universités, qu'on va appeler des collèges et des lycées, où l'erreur est possible. Ces deux logiques pédagogiques, une logique d'apprentissage par le savoir-faire, par la transmission, par l'acte de création, et une logique de réflexion, de raisonnement et d'appropriation de l'universalité des savoirs, vont cohabiter. Mais elles s'incluent déjà dans cette grande difficulté de dire est-ce que ces deux mondes, qui pour moi sont les deux mondes de la connaissance, les corporations et les universités, les mondes de formation professionnelle et les mondes de formation universitaire, sont deux logiques de la connaissance, vont cohabiter. Et je vais marquer un certain nombre d'autres éléments pour noter rapidement, parce qu'il faut que je sois assez bref, quelques petits flashs sur comment on retrouve cette logique. D'abord, j'ai mis un schéma de l'encyclopédie de Rodin Lambert dans la philosophie de Lumière. L'idée qu'une partie de la connaissance est une partie technique, qu'une partie du savoir-faire n'est pas que le savoir-faire de la philosophie, le savoir-faire de la réflexion, mais aussi le savoir-faire des métiers, qui est au cœur même de l'encyclopédie de Rodin Lambert, va nourrir la Révolution française. Et elle va faire deux choses, la Révolution française. La Révolution française va arrêter les corporations, considérant que les corporations sont des corporations bourgeoises. Elles instituent une tradition héréditaire, dans son grand principe des droits de l'homme et de l'égalité, mais en même temps va créer le Conseil national des arts et métiers, c'est-à-dire une structure qui a vocation de transmettre les sciences, les techniques, les savoirs techniques de notre société à tout le monde. Rappelons qu'elle ouvre immédiatement les musées et qu'elle dit que tout le monde peut rentrer dans les musées et qu'elle crée même les musées nationaux puisqu'elle va chercher un certain nombre d'œuvres qui étaient au Palais de Versailles. Dans cette même continuité, c'est-à-dire dans cette même volonté, je dirais presque démocratique, de réunir la réflexion universitaire et la réflexion sur les métiers, on peut voir l'évolution des écoles des arts et métiers qui vont nourrir tout le 18e, tout le 19e, et toute la réflexion sur les écoles d'enseignement technique. C'est-à-dire que peu à peu, l'accession à la connaissance technique, n'étant plus une accession héréditaire, va devenir un enjeu social. Je prends le premier principe, on peut voir lié à la création des syndicats dans la fin du XIXe siècle, en même temps que les syndicats se créent, ils créent quelque chose qui s'appelle les universités ouvrières. C'est-à-dire qu'ils considèrent
qu'il n'est pas normal qu'on aille chercher le jeune ingénieur qui arrive parce qu'il connaît un peu la technique et qu'on licencie les ouvriers ou les cadres qui sont là, mais qu'il est normal que les ouvriers puissent accéder à de la connaissance technique, et ils vont chercher quelques collègues ayant quelques idées de gauche dans les universités de l'époque pour créer les universités ouvrières. Elles deviendront les universités populaires et elles seront ancrées de cette idée. L'enseignement technique et l'enseignement professionnel, je n'ai pas le temps de revenir ici, est une conquête sociale, elle est une conquête ouvrière. Bien sûr, à partir de 68-70, on va essayer de montrer que dans cette éducation à plusieurs niveaux, elle est aussi le lieu de la reproduction sociale. Mais il faut d'abord se rappeler que c'est les syndicalistes les premiers qui demandent la création des lycées et des collèges d'enseignement technique. D'autres points, le Front populaire, le Front populaire qui va marquer comme un des droits fondamentaux le droit à la formation. Le droit à la formation en créant les prémices de ce qui sera fait plus tard, le premier droit au congé de formation et parallèlement, après tout le mouvement de 68, la reconnaissance d'une nécessité de formation technique et professionnelle. J'ai mis ici l'université populaire et elle va commencer à rentrer dans peu à peu l'histoire des universités. Bien sûr, il y a des combats, des difficultés. J'ai pris la réforme du CPE. Pourquoi? Parce qu'elle est presque initiatrice des réflexions des universitaires sur ce gâchis, cette image gâchis. Au moment où le CPE se met en place, beaucoup d'universitaires pensent qu'il est nécessaire de faire évoluer les universités et qu'elles ne peuvent plus être séparées du monde réel, de la société, qu'il est à l'évidence que les étudiants viennent chercher de la connaissance, du savoir de la culture, mais viennent chercher aussi les clés de l'emploi, et qu'il est important de commencer à penser à ce qu'on appelle l'orientation, pas seulement sur la connaissance, mais aussi sur les futurs métiers, et à l'accompagnement à l'insertion. Et un certain nombre d'universités et d'universitaires voient ce choc entre des propositions politiques pour essayer d'aider à l'emploi et un refus total de la jeunesse et ce gâchis. Il se trouve qu'à cette époque-là, on était un certain nombre à avoir déjà des relations avec la Catalogne, avec l'Aragon, et qu'on connaissait comment déjà à cette époque-là, ces universités avaient, elles, fait le pas. Du côté des fondations, université-entreprise en Catalogne, du côté de centres intégrés université-entreprise à l'université de Saragosse, on avait déjà vu qu'il y avait peut-être des possibilités de travailler autrement que d'aller toujours dans la même opposition que j'appellerais idéologique entre une université qui veut créer l'homme libre et l'homme critique et une société qui dit oui mais créer l'homme inséré et l'homme utile, et que tout ça pouvait rentrer en cohérence.